Focus on. Focus on. Mesdames, messieurs, bienvenue dans un tout nouveau numéro de Focus on. Et aujourd'hui, on retrouve une personne qui était venue il y a environ 1 an à peu près pour nous parler de son tout premier livre qui était Voyage au sud de ma vie. Et aujourd'hui, on va parler des suites. Et pour cela, j'accueille Monsieur Maero, alias Lorenzo. Bonjour monsieur. Bonjour Lucas. Vous allez bien ? Très bien, merci. Très bien. Alors justement, il y a environ 1 an, un peu plus d'1 an, vous étiez venu nous parler de votre tout premier roman, un récit autobiographique notamment qui parlait de votre papa décédé. Aujourd'hui, vous publiez un nouveau livre, un nouvel ouvrage, qui est un petit peu la suite avec donc Causerie vagabonde, c'est l'ouvrage dont on va parler. Et il y a également une autre suite de prévue qui s'intitulera Arômes naturels qui va apparaître en 2023 si j'ai bien tout suivi. Dans quelle mesure est-ce que l'on peut parler de suite par rapport à votre premier livre sur ces 2 ouvrages ? Alors, suite dans le sens où ça vient après, oui, effectivement, c'est une suite, mais les 3 ouvrages pourront se lire indépendamment. Donc le seul lien, c'est moi, puisque c'est autobiographique. Maintenant, j'ai coutume de dire que je mets 3 éclairages, je porte 3 éclairages différents sur 3 thématiques de ma vie. Voilà, moi j'ai eu 50 ans, donc on va dire qu'avec beaucoup d'optimisme, je suis à la moitié de ma vie. Je tire pas un bilan, c'est juste, ce sont des textes que j'avais écrits tout au long de ma vie, sur 35 années, on va dire, d'écriture. Et là, le propos est de réunir donc dans 3 recueils, avec 3 thématiques différentes, textes, poèmes, voilà, récits de vie, vous avez parlé de mon père, de manière cohérente et lisible pour les lecteurs. Voilà, mais encore une fois, on pourra lire les 3 indépendamment. Mais vu que sur votre site internet vous présentez ça comme une trilogie, en général une trilogie, il y a on va dire le premier qui présente un petit peu les personnages, les enjeux et tout ça, le deuxième qui vient un petit peu avancer tout ça, et puis le troisième qui vient conclure, c'est le principe d'une trilogie. Là on n'est pas vraiment dans de la trilogie pure, c'est vraiment, vous avez appelé ça trilogie parce qu'il y a 3 ouvrages, mais ça reste des ouvrages qui sont différents les uns des autres et qui ont, hormis l'auteur, pas de lien connexe. Non, après, on va retrouver un style, on va retrouver une prose poétique tout le long, on va retrouver, oui, des manières de voir la vie, d'envisager la vie, oui, ça c'est certain. On va quand même s'y retrouver. Et puis il y a des rappels, puisque dans le second, comme je le précise dans la 4e de couverture, de loin en loin, on retrouve la Provence et la famille de l'auteur, mais voilà, de manière un peu évanescente, quoi. On n'est pas dans une histoire, j'ai envie de dire linéaire, c'est jamais linéaire, mais je veux dire, c'est pas chronologique, quoi. On va retrouver, on va y revenir, mais des thématiques différentes par rapport au premier livre. Et ce qu'on a pu lire dans le premier livre, on pourra revenir à des moments avant ou après, c'est pas genre chronologique, quoi. Tout à fait. Alors, on pourrait dire que c'est chronologique, parce que le premier part de 96, alors je disais qu'il partait de 96 à 2021, le second évoque des thématiques qui sont sur, comme je l'ai dit, sur 35 années à peu près, mais le troisième, par contre, vous avez raison, c'est une 3e partie, on pourrait dire une 3e partie de ma vie. Je raconte... oui, un thème qui est survenu, qui m'a accueilli sur la 3e partie de cette moitié de vie. Très bien, alors justement, on va revenir au 2e ouvrage, donc Causerie vagabonde, qui est d'ores et déjà disponible, on y reviendra. C'est un ouvrage qui reste autobiographique, mais qui se veut plus philosophique, avec des thématiques énormément abordées en philosophie, puisqu'on va retrouver des questions sur notre société, sur nos mœurs, sur nos habitudes, et d'autres. Pourquoi ce choix d'avoir voulu, entre guillemets, faire un ouvrage philosophique mais qui reste en partie autobiographique ? Comment vous en êtes venu à vous dire ça peut être intéressant de mêler autobiographie et entre guillemets philosophie, parce que je vous prétends pas philosophe, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est des thématiques, justement comme je le disais, qui sont très abordées en philosophie et très intéressantes. Voilà, expliquez-nous votre cheminement de pensée. Alors vous êtes pas très loin de la philosophie, comme vous le dites, parce que en réunissant donc
bon, moi, mes formes de prédilection d'écriture, hein, c'est la poésie, c'est le texte court. Bon, là, le récit de vie pour mon père, évidemment. Il y a eu une petite nouvelle, voilà, dans le premier, en espérant passer au roman ou au recueil de nouvelles en 2024. Hein, ça sera la suite, une fois que j'aurai fini de parler de moi, on va dire. Cela dit, le lien avec la philosophie est tout simple, c'est-à-dire j'ai écrit, donc je disais pendant ces 35 années, toutes sortes de textes en réaction, alors des textes plus engagés, politiques, sociaux, des textes sociétaux. Je parle notamment par exemple du mariage pour tous, je parle un texte sur la délation, pour dénoncer cette société de délation dans laquelle nous vivons. Donc toutes sortes d'observations, de questionnements qui me sont venus au cours de ma vie en fonction des expériences, en fonction de ce à quoi j'ai été confronté. Et pour en revenir à la philosophie, il est vrai, encore dans la 4e de couverture, je parle entre l'essai, la chronique et le journal intime. Et entre l'essai, c'est parce que, bon, moi, petit homme, je vais convoquer un grand homme, je vais convoquer Montaigne. Pourquoi ? Parce que Montaigne, au XVIe siècle, est le premier auteur, le premier homme à avoir parlé des essais. Aujourd'hui, quand on parle d'un essai, c'est un essai sur un sujet. Donc on prend un sujet, puis on le développe, on peut faire thèse, antithèse, on peut réfléchir dessus. Donc c'est un essai. Alors que Montaigne a dit « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Voilà, c'est-à-dire que c'est autour de lui, de ses observations, qu'il a proposé d'essayer quelque chose, d'essayer de réfléchir sur la société à partir de lui. Alors ici, je vous donne une petite citation du Lagarde et Michard qui dit, sur le XVIe siècle, sur Montaigne, « Il ne s'agit pas seulement du portrait véridique d'un individu, les essais nous renseignent aussi sur nous-mêmes et sur la nature humaine. Car chaque homme, là c'est Montaigne qui parle, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Il dit aussi « Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention ni artifice, car c'est moi que je peins. » Et donc, modestement, moi, au XXIIe siècle, avec mon petit recueil, eh bien, je m'inspire un petit peu de ce qui a été fait par ce grand monsieur. Évidemment, c'est un monument, ce qui a été fait là au XVIe siècle, mais j'ai été sensible. Alors, je ne l'ai pas lu, je suis honnête, j'ai lu des fragments, j'ai lu des passages et des critiques. Je l'ai chez moi, donc c'est le projet de le lire cette année. Mais cette manière de servir de filtre à lecteur, ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, en fin de compte, ce que tu fais depuis des années, en écrivant sur des sujets de société, en écrivant par rapport à des petites choses qui te sont arrivées, eh bien tu te sers de toi, donc c'est bien ce que dit Montaigne, c'est moi que je peins, et à travers mon image, à travers mes expériences, je peins aussi la société. Alors il dit aussi, j'aime l'allure poétique, à saut et à gambade. C'est un art, comme dit Platon, léger, volage et démoniaque. Donc à saut et à gambade. Ça veut dire qu'il nous le dit lui-même, il va procéder dans son ouvrage comme ça lui vient. Voilà, comme ça lui vient, il va organiser ses pensées, même de manière peut-être même désorganisée. Alors, pour finir sur Montaigne, c'est extrait de l'Encyclopédie Universalis qui dit ceci sur l'écriture fragmentaire, donc ce que je pratique dans les 3 ouvrages. Montaigne conçoit ses essais comme une marqueterie mal jointe et revendique leur désordre comme gage de sa liberté et de sa bonne foi. Préférant à l'organisation didactique et à la rhétorique des pédants une allure poétique, à saut et à gambade, il mise sur la bigarrure et la diversité. Voilà, donc moi on va passer, comme je le dis aux personnes que je rencontre, notamment sur les marchés nocturnes en ce moment-là, durant l'été, vous allez passer d'une émotion à une atmosphère, à une image, à toutes sortes de choses, à une réflexion qui vont vous interpeller. Non, j'ai une question qui me vient, alors vous allez me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression dans ce que vous nous racontez que dans un tout premier temps, vous avez écrit des textes parce que vous avez peut-être un besoin peut-être de vous trouver, vous, en tant que personne, d'exprimer ce que vous ressentiez, peut-être également d'exprimer vos réflexions sur la société qui nous entoure. C'était peut-être quelque chose d'assez personnel. Et j'ai l'impression que maintenant, vous voulez
tout simplement le publier dans un livre pour peut-être permettre à d'autres personnes de réfléchir, d'en venir à se poser des questions par elles-mêmes, sans vouloir dire que votre vision elle est juste ou bien vraie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution du personnage, une évolution dans le sens où vous au début c'était juste pour vous-même, pour peut-être un besoin d'écrire, et qu'aujourd'hui vous en êtes à un autre stade de votre vie où vous avez besoin de partager. Alors j'ai hoché la tête tout le temps, évidemment en radio c'est pas très radiophonique, mais c'est tout à fait exact, voilà, c'est le mot. Vous avez vraiment bien cerné ce que je veux faire, ce que j'ai voulu faire, à savoir qu'au départ j'ai réagi pour moi, mais toujours de manière esthétique, parce que quand j'écris, j'ai besoin que ça soit joliment dit. Et maintenant est venu le temps du partage, et tout à fait d'amener les gens aux réflexions auxquelles j'ai été moi-même amené, et de leur communiquer des émotions. Le premier était plus communiquer aussi des souvenirs avec des émotions. Là, on va peut-être, quoique dans ce second volume aussi, il y a des souvenirs qui peuvent jaillir pour d'autres personnes, des souvenirs qu'on aura en commun, et oui, des réflexions, des émotions, tout à fait. Vous avez dit ce qu'il fallait, c'est le mot essentiel, primordial, je crois, c'est le partage. Ouais, c'est ça. Très bien, alors vous avez longuement évoqué Montaigne. Alors on va pas parler de Montaigne parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, bien qu'il faudrait que je fasse quelques recherches parce que là comme ça, froid, je suis pas sûr d'avoir tout juste. Mais est-ce qu'il y a eu, pour vous en tout cas dans l'écriture, d'autres sources d'inspiration que Montaigne, ou c'est vraiment la base principale ? Alors, quand je parle de Montaigne, je parle de la forme, hein, de la facture du recueil. Comment il s'organise, et ça a fait tilt, et j'ai dit mais oui, mais forcément ce grand monsieur a procédé de la sorte. Après, au niveau lecture, étant donné que j'en ai lu que des passages, je pourrais pas vraiment dire je m'inspire ou j'aime le style de... Non, mais il y a quand même une inspiration, pas forcément sur les écrits ou le mode de pensée. De toute façon, Montaigne, c'est 16e siècle. C'est 16e siècle, donc c'est du vieux français. C'est du vieux français, très compliqué à c'est d'autres dedans. mœurs aussi, c'est une autre vision du monde qu'on pourrait plus avoir aujourd'hui. Tout à fait. Pour plein de raisons. Et on va pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet. Mais il y a quand même une inspiration sur les travaux, ou du moins la manière dont Montaigne a créé son œuvre, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que, hormis ça, il y a eu d'autres inspirations, ou est-ce que vraiment l'inspiration, c'est votre vie ? Non, je ne peux pas dire qu'il y a eu vraiment des modèles ou des inspirations. J'ai parlé lors de la première interview d'écrivains qui m'ont marqué, notamment Jean Giono, notamment Christian Bobin. Maintenant, de dire que certains écrivains m'ont... Oui, forcément, quand on écrit, on se plaît peut-être à copier inconsciemment des choses que l'on a lues, oui, certainement. Mais j'en suis pas conscient, voilà, j'ai pas cette conscience-là. Et juste pour finir sur ce que je vous ai dit par rapport donc à ce dont on a parlé de la forme de Montaigne, il faut savoir que Montaigne, c'est assez sec parfois. Voilà, il parle de lui, il y a pas trop de passion. Et il le dit d'ailleurs dans l'introduction de ses essais. Donc on pourrait dire que c'est la forme des essais inspirée de ses essais avec le romantisme de Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions. Voilà, c'est la petite note parce que au XVIIIe siècle, il y avait ce romantisme. Et moi, le romantisme, c'est quelque chose... Oui, voilà, vous parliez de courant littéraire ou d'influence. Je parle toujours dans la 4e de couverture que mon écriture est lyrique et romantique. Donc il y a cet engouement, cette passion qui est constante, je crois, dans mes écrits. Oui. Alors, on est quand même passé d'un premier livre qui est plutôt un roman autobiographique, même si c'est pas 100% le cas, à un deuxième livre, un second ouvrage qui est plutôt une autobiographie philosophique. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de votre part de ne pas s'enfermer dans une case, ou est-ce que c'est naturel, ça s'est fait naturellement comme ça ? Alors, ça s'est fait naturellement dans le sens où je me devais de réunir d'abord tout ce que j'avais écrit, de l'organiser dans des livres, de le publier pour le partager, comme vous l'avez si bien dit, et ensuite, une fois débarrassé de tout ce que j'ai écrit, pour moi, je vais être beaucoup plus léger. J'aurais fait table rase de tout ce qui existe déjà, de ce que j'ai pu produire,
pour m'adonner à de nouvelles formes littéraires, tout à fait. Donc une fois sorti des recueils et cette trilogie autobiographique, si je reviens peut-être dans 10 ans ou plus tard sur quelque chose d'autobiographique, ça, je ne sais pas, ça pourrait être un volume, ça pourrait être... Mais là, pour moi, l'essentiel est fait. Maintenant, en ayant parlé de moi et des autres a fortiori, parce que ça, je m'en suis aperçu avec les retours des lecteurs. Quand on parle de soi, on parle des autres, et les autres se retrouvent dans les expériences, je disais, dans les émotions, dans les souvenirs. Donc oui, je vais me livrer soit au roman, soit aux nouvelles, tout à fait. Ça, c'est un désir fort, oui. Alors, on a parlé du premier livre, on a parlé du deuxième livre, et il y a un troisième livre, alors qui est en préparation, on va dire, on va pas entrer dans les détails, mais vous avez déjà un petit peu une vague idée de ce que ça va être, et notamment de la thématique, une thématique qui, on pourrait dire, est très intime, puisqu'on va y évoquer la sexualité, et plus précisément l'homosexualité, et sans tout dévoiler, pour vous, c'était vraiment essentiel de conclure cette série autobiographique par cette thématique, par ce couplet de votre vie. Alors essentiel, comme je l'ai dit lors de la première interview, quand j'ai réuni tous mes textes sur mon PC, donc qui étaient un peu partout, sur des feuillets, dans des carnets, sur le PC également, je me suis aperçu du volume. Et là, il fallait vraiment faire des choses cohérentes. Donc la tripartition, voilà, vraiment de diviser en 3 parties, ça a été ça s'est imposé. Quand j'ai relu tous ces textes, je me suis dit, bah tiens, là il y a vraiment une partie qui traite de ça, là on pourrait faire de la réflexion ici, et là forcément c'est beaucoup plus intime parce que ce sont des textes et des poèmes concernant ta sexualité. Alors moi je parle d'un passage d'une hétérosexualité à une homosexualité. Pourquoi je parle d'un passage ? Parce que ça serait plus logique de parler d'une transition, mais aujourd'hui le mot transition, il est presque confisqué par la transition transgenre. Voilà, on opère une transition. Donc pour que ce soit plus net, clair, moi je parle d'un passage, parce qu'au cours d'une vie, on peut évoluer en gardant son genre, sans souci, et arriver à à changer tout simplement de sexualité. C'est pas très évident de vous parler de ce troisième opus, parce que les textes ils sont réunis, mais je vais vraiment m'y coller pour l'année prochaine, donc certainement peut-être un peu en septembre, mais il paraîtra l'an prochain. Donc il y aura certainement des portraits de garçons rencontrés, des vies peut-être un peu cabossées ou des vies merveilleuses, toujours dans un projet littéraire, que ça sonne, que ça soit agréable à lire et que ça suggère des émotions. Voilà. Et puis une réflexion sur les sites de rencontres, une réflexion sur le milieu gay que j'ai un peu croisé, voilà, même si je n'y suis pas, que je ne vis pas dans un milieu gay, et une réflexion aussi sur la société, la vision qu'a la société sur est-ce qu'on peut évoluer comme ça, est-ce que la société l'autorise, comment on est regardé, comment est-ce qu'on est stigmatisé, est-ce que justement des garçons, je parle des garçons puisque les filles, j'ai peu d'expérience d'homosexualité là-dessus, est-ce que des garçons qui sont restés toute leur vie homosexuels sont considérés de la même manière que moi, qui ai eu une quarantaine d'années, on va dire dans une sexualité normative, normée, hétérosexuelle, et aujourd'hui qui vit pleinement une autre sexualité. Voilà, donc ce sont des questionnements encore, mais avec ce sujet unique. Et beaucoup de poèmes, enfin beaucoup, je pense qu'il déjà il y en a quelques-uns, est-ce que je vais en composer d'autres, je ne sais pas, mais des poèmes aussi sur cette thématique. Écoutez, Lorenzo, merci beaucoup. Moi, j'ai plus de questions à vous poser. Je vous propose de nous dire où est-ce qu'on peut retrouver vos ouvrages, parce que vous avez un mode de publication qui est indépendant. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais où est-ce qu'on peut acheter votre ouvrage, tout simplement ? Alors, on peut acheter mon ouvrage pour l'instant. C'est assez chaotique dans le sens où, ça c'est le petit mot que je voudrais dire à propos des librairies. Voilà. Moi, je me définis
sur les marchés notamment comme artisan-auteur. Alors artisan-auteur parce que je suis en circuit court, comme je le dis aux gens, directement du producteur au consommateur, comme quand on va acheter ses fruits et légumes et que l'on veut faire travailler des personnes locales. Ce qui signifie que je n'ai pas fait la démarche de trouver une maison d'édition. Je suis donc en auto-édition. J'ai juste un imprimeur qui se situe à Argelès-sur-Mer, voilà, dans le sud de la France. J'en suis assez fier parce que je ne fais pas imprimer mes bouquins en Pologne ou en Espagne. Et je n'ai pas encore joué le jeu d'Amazon non plus. Donc ça, c'est ma démarche. Il y a une éthique pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir la maintenir. On ne sait pas ce dont l'avenir sera fait, si un jour je serai dans une maison d'édition ou si cela changera. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis plus d'une année maintenant que je tourne donc les salons, les librairies, les marchés, les événements, je suis un peu déçu du comportement de certains libraires, voilà, qui ne donnent pas la chance à des auteurs locaux, qui ne prennent pas la peine alors lire, c'est un bien grand mot, parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'ouvrages à consulter, mais même pas la peine de feuilleter le livre, et qui pensent que si vous êtes en auto-édition, c'est forcément mauvais, ou ça ne rapportera pas assez d'argent, je pense. Donc ce lien mercantile m'a beaucoup déçu. Heureusement que j'ai croisé la route d'autres libraires qui, eux, m'ont accueilli à bras ouverts et qui me reçoivent pour des séances de dédicaces ou qui gardent les bouquins. Donc, je vais juste vous dire où le bouquin sera à nouveau disponible parce que je dois réapprovisionner, je dois retourner. Donc, il sera disponible au Poivre d'Âne à Manosque, à Histoire de lire à Gréoux, au Bateau Blanc de Brignoles, à la Boîte à lire et à idées de Barjol, au Préambule, la librairie Préambule de Cassis. Et pour l'instant, vous pouvez le trouver au syndicat d'initiative de Riance. Voilà. Alors tout ça, je vais le développer. Ça figurera sur mon site que je redonne, www.laurent-maero-auteur.com. Si vous tapez Laurent Maero auteur, vous arrivez aussi à le trouver. Et donc ça viendra au fur et à mesure de savoir comment ça va se développer et où je vais pouvoir le distribuer. Si je peux me permettre, juste une petite, parce qu'on a omis d'en parler, c'est ce que j'avais préparé, une explication par rapport au titre de cet ouvrage, Causerie vagabonde, parce que j'ai fait une petite recherche pour être plus clair. Une causerie, le mot causerie, c'était plutôt péjoratif au XVIe siècle. On revient encore au XVIe, Montaigne n'est pas loin, au sens de bavardage. Il appartient de nos jours à l'usage familier et se dit, par métonymie, donc par comparaison, d'un exposé oral fait sur un ton de familiarité et de simplicité devant un auditoire de dimension plutôt réduite. Ça, c'est extrait du dictionnaire historique de la langue française. On parle aussi d'une étude ou d'un article de journal écrit sur un ton libre et familier tenant de la conversation. Donc ce qui ressort, causerie, c'est cette proximité avec les gens, cette confidence, sans se prendre forcément au sérieux. Alors il y aura des textes un peu plus poétiques, un peu plus aboutis, mais d'autres qui sont sur ce ton-là de « je réfléchis avec vous au fur et à mesure que l'expérience arrive ». Et vagabonde, forcément, causerie vagabonde, puisqu'on vagabonde d'un sujet à l'autre, à saut et à gambade, comme le dit si bien Montaigne. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au titre. Alors, Lorenzo ou Monsieur Maero, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie de vous être déplacé au studio. Puis je vous souhaite un bon courage pour le 3e ouvrage qui devrait paraître l'année prochaine. Merci Lucas. Focus on. Focus on.